Nous sommes désormais à l'ère du colonialisme numérique et je pense que le Sri Lanka a vraiment servi d'une certaine manière de cas test. Ce qui s'est passé en 2022 avec la Ragalaya, le changement de régime et le défaut de paiement, c'était une opération de domination totale menée à distance où tous les systèmes ont été utilisés. Il y a eu un embargo sur le pétrole et le gaz, saignant le pays afin de mettre en scène ce défaut. Il s'agit donc, je suppose, d'une nouvelle forme de guerre. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité et aujourd'hui je m'entretiens avec la doc Dharini Rajasingam Senanayake. Dharini a obtenu son doctorat à l'université de Princeton et est aujourd'hui anthropologue social et médical, spécialisée dans la recherche sur le développement international et l'économie politique. Elle est également une auteure prolifique dans plusieurs médias en ligne sur la politique de l'Asie du Sud, et en particulier de son pays natal, le Sri Lanka. Elle met souvent en lumière les structures néocoloniales et les nombreuses opérations de changement de régime qui ont eu des conséquences économiques et politiques dévastatrices dans sa région du continent eurasiatique. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Dharini, bienvenue. Merci Pascal, ravi d'être avec vous. Merci de prendre le temps de me répondre. J'ai déjà eu quelques discussions sur le Sri Lanka et l'Inde par le passé, mais je me demandais si vous pouviez me donner une mise à jour sur la situation au Sri Lanka, car vous avez également connu un changement de régime il n'y a pas si longtemps, et il y a de nouvelles personnes au pouvoir en ce moment. Que se passe-t-il dans votre pays et comment les choses évoluent-elles? Eh bien, la situation est relativement calme. Certains disent que c'est le calme avant la tempête, car le Sri Lanka est pris dans un piège de la dette obligataire en dollars américains et en euros et devra commencer à rembourser le capital dans quelques années. C'est à ce moment-là que d'importantes sommes d'argent seront nécessaires et le pays devrait alors entrer dans une nouvelle crise économique. Mais pour l'instant, la situation est assez calme. Bien sûr, il y a des discussions sur la création d'un port spatial américain et d'un centre de sécurité maritime au Sri Lanka en ce moment. Comme vous le savez, c'est un pays situé de manière très géostratégique au centre des routes commerciales, énergétiques et des câbles de données sous-marins de l'océan Indien. Et environ 50% ou un peu moins de 50% du trafic mondial de conteneurs passe par les mers du Sri Lanka. Il y a donc beaucoup d'intérêt à ce sujet, et parallèlement à la crise économique survenue en 2022, après laquelle le Sri Lanka a effectivement perdu sa souveraineté économique au profit du FMI et du consensus de Washington, il y a maintenant des discussions sur un partenariat cadre tripartite entre SpaceX, l'US Space Force et l'appareil de défense sri-lankais. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions, mais, comme on le sait, des discussions à un niveau officiel mènent souvent quelque part. L'idée serait de mettre en place des systèmes de surveillance maritime par satellite au Sri Lanka. Comme nous le savons, les États-Unis et l'Occident manifestent depuis longtemps un intérêt pour l'établissement de bases militaires dans ce pays, compte tenu de sa position géostratégique. Military bases in this country given its geostrategic location. This is all sort of happening as Tout cela se passe alors que la situation semble relativement calme dans le pays en ce moment. Et bien sûr, tout le monde observe ce qui se passe en Inde et au Pakistan, deux voisins du Sri Lanka dotés de l'arme nucléaire. Cela fait suite à des attaques survenues il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, au Cachemire, dans la région de Pahalgam, où 26 touristes ont été attaqués par des terroristes islamistes.
Le Pakistan a été tenu pour responsable, et ces deux pays nucléaires semblent se diriger vers une nouvelle confrontation. Ironiquement, ces attaques ont eu lieu au moment même où le vice-président américain J.D. Vance, son épouse d'origine indienne Usha Vance et leurs enfants étaient en visite en Inde. Et simultanément, le Premier ministre Modi était en visite en Arabie saoudite, d'où proviennent historiquement certains des réseaux islamistes fondamentalistes wahhabites et salafistes qui ont émergé et qui sont toujours présents. Ces réseaux terroristes sont nés au Moyen-Orient et ont également ravagé le Sri Lanka. En 2019, nous avons connu des attaques revendiquées par l'État islamique contre 7 hôtels touristiques et églises, ce qui a en quelque sorte détruit l'économie de ce pays, dépendant du tourisme. Mais d'une certaine manière, les similitudes entre ces attaques, car les attaques de Pahalgam au Cachemire indien visaient également les touristes et l'économie, sont frappantes. Les parallèles n'ont pas vraiment été relevés dans ce contexte et cela a simplement été présenté comme une confrontation entre le Pakistan et l'Inde, alors que nous avons connu ce type d'attentats terroristes dans d'autres parties de l'Asie du Sud. À mon avis, l'Asie du Sud est de plus en plus entraînée dans la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qui se manifeste également de façon évidente sous la forme d'une guerre hybride économique, une sorte de guerre par procuration dans la région sud-asiatique. Ainsi, l'Inde et l'ensemble des pays d'Asie du Sud, plus ou moins, ont été, comme vous l'avez dit, confrontés à des opérations de changement de régime en Inde, tout en gérant la question pakistanaise. Mais la région dans son ensemble peut être considérée comme un nouveau terrain de guerre par procuration régionale dans l'affrontement de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Oui, c'est très inquiétant. Pour l'instant. Cela m'inquiète beaucoup. Et vous savez, je me souviens qu'en 2021, j'ai écrit un court article dans The Diplomat avec un de mes étudiants sri-lankais sur la façon dont, à l'époque, le Sri Lanka, sous la direction des Rajapaksa, l'une de vos dynasties politiques, si je puis dire, essayait de trouver un équilibre entre ces différents fronts. En fait, les Rajapaksa parlaient du Sri Lanka comme d'un pays neutre, ouvert à tous, offrant l'accès à ses ports aux Chinois, mais aussi aux Japonais, et le proposant à tout le monde. C'était en 2021 et 2022. Puis il y a eu des émeutes. Pouvez-vous peut-être expliquer ce qui s'est passé lors du changement politique après l'ère Rajapaksa, et où en est aujourd'hui votre politique intérieure? Oui, eh bien, le Sri Lanka a longtemps tenté d'adopter une politique étrangère neutre. Il a été l'un des membres fondateurs du mouvement des non-alignés et a joué un rôle très important sous la direction de la première femme première ministre au monde, Sirimavo Bandaranaike, à l'époque. Il y a toujours eu cet engagement à rester non-aligné et neutre, mais il y a constamment des jeux de pouvoir extérieurs qui s'exercent à travers la politique du pays. Ainsi, ce qui s'est passé en 2022, et cela s'est produit en même temps que l'opération de changement de régime qui avait lieu au Pakistan, où le Premier ministre Imran Khan a été évincé. Et c'était un Premier ministre très populaire, élu démocratiquement, qui essayait également de tracer une voie très non alignée pour le Pakistan à l'époque. Et il a été évincé et il a directement affirmé que le sous-secrétaire pour l'Asie du Sud et centrale, Donald Lu, à Washington, était impliqué dans cette opération. Et bien sûr, maintenant Imran Khan est en prison et nous avons ce gouvernement de Shehbaz Sharif qui, vous savez, fait face à tous ces problèmes avec l'Inde en ce moment. Puis-je juste intervenir un instant? Parce que ce sous-secrétaire que vous venez de mentionner
nous avons des documents officiels dans lesquels il déclare que les États-Unis ne peuvent pas accepter la neutralité agressive du Pakistan. Il a effectivement parlé de neutralité agressive ou de neutralité hostile. Je ne me souviens plus exactement, mais il a utilisé ce terme. Et il a dit que ce n'était pas acceptable pour les États-Unis à l'ambassadeur de l'époque au Sri Lanka, ce même individu. Et ensuite, il y a eu un changement de régime. Et au Sri Lanka aussi, les Rajapaksa ont été évincés du pouvoir. Oui, donc cela se passait simultanément au printemps-été 2022. Cela se produisait au Pakistan et au Sri Lanka. Nous avons eu cette manifestation Aragalaya financée par l'USAID, la NAID et la Fondation Soros, qui était apparemment une mobilisation de la société civile et des ONG financées protestant contre le régime Rajapaksa, qui était impopulaire en raison d'énormes niveaux de népotisme et de corruption. Mais en même temps, ils avaient été élus démocratiquement. Et donc, nous avons assisté à une sorte d'opération de changement de régime pour installer Ranil Wickremesinghe, qui avait d'ailleurs perdu son siège lors des élections précédentes, comme nouveau président, censé sauver le Sri Lanka des Rajapaksa, etc. Nous avons donc eu simultanément une opération de changement de régime au milieu de ces manifestations mises en scène, l'Aragalaya. Et bien sûr, l'une des raisons, je pense, en tant que chercheur en sciences sociales, je dirais, pour l'Aragalaya et cette vague de protestations, c'est aussi qu'elles ont eu lieu juste après 2 années de confinement liées au Covid-19 qui ont été économiquement dévastateurs. Ces manifestants n'ont jamais protesté contre les confinements, et puis soudainement, ils étaient partout, organisant cette fête extravagante sur la plage de Galle, Face Green, et protestant contre le régime. C'était donc assez intéressant à observer, mais en tout cas, il y a eu le changement de régime. Il y a ces affirmations selon lesquelles le Sri Lanka est en faillite, et ensuite le récit selon lequel le Sri Lanka doit faire défaut. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à remettre en question ce récit. Parce que si vous regardez le reste de l'Asie du Sud, et je reviens justement d'Inde, de Delhi, et j'étais aussi à Varanasi, le Sri Lanka est de loin le pays le plus riche d'Asie du Sud en termes réels. Et cela selon tous les indicateurs, que ce soit en termes de parité de pouvoir d'achat, de PIB par habitant, de développement social, développement humain, d'indices de qualité de vie physique, d'infrastructures, etc. À l'exception des Maldives, qui sont vraiment minuscules. La question est donc la suivante. Comment le Sri Lanka peut-il être en faillite alors que le reste de l'Asie du Sud, qui est en réalité plus pauvre, ne l'est pas? Et cela revient au récit selon lequel le Sri Lanka ne dispose pas de dollars américains exorbitamment privilégiés et se retrouve donc en faillite. Mais la question qui se pose alors est la suivante. Le dollar américain est-il une mesure adéquate de la richesse des nations? Et c'est vraiment l'une des questions fondamentales auxquelles, selon moi, le monde doit s'attaquer en ce moment, alors que 56 autres pays du Sud global sont pris au piège de la dette souveraine internationale. Mais dans tous les cas, c'est un récit que nous devons remettre en question. De plus, ce qui semble s'être produit rétrospectivement, c'est que ce que nous pourrions considérer comme une crise de liquidité a été présenté comme une insolvabilité et prolongée. Cela s'est probablement produit parce que le Sri Lanka est un petit pays et qu'il est géostratégique à travers toute une série d'activités géopolitiques externes et internes. Il y a également eu une guerre juridique, l'utilisation du droit comme forme de guerre économique pour faire s'effondrer l'économie. Ainsi, la mystérieuse Hamilton Reserve Bank à St. Kitts et Nevis a intenté un procès à New York contre le gouvernement sri-lankais pour ne pas avoir payé un petit montant d'intérêt. Et puis, il y a eu les agences de notation, de manière coordonnée, Moody's et Fitch, etc., qui ont dégradé la monnaie.
Il y a donc eu une ruée sur la roupie et sa dépréciation du jour au lendemain. Il y a eu toutes sortes d'activités extérieures contre la monnaie, puis l'opération de chaos interne des manifestations de l'Aragalaya et le changement de régime. Ensuite, un premier ministre, un président, est arrivé au pouvoir, Ranil Wickremesinghe, qui a pris ses fonctions en affirmant que le Sri Lanka, un pays tropical béni par mère nature, nous avons 2 moussons, beaucoup de soleil et de pluie, et avons toujours plus ou moins été capables de produire la nourriture que nous consommons, en affirmant donc qu'il allait y avoir une famine dans ce pays et des coupures de courant de 15 heures, et tout ce récit de psychose de la peur pour promouvoir l'idée que le Sri Lanka est en faillite et doit aller au FMI et qu'il n'y a pas d'alternative au FMI. Or, au moment du défaut de paiement, la Chine a été blâmée dans toute la presse, les médias d'entreprise et la presse traditionnelle pour le soi-disant piège de la dette du Sri Lanka. Mais puisque nous avons analysé le profil de la dette du Sri Lanka, il est très clair que les créanciers privés, détenteurs d'obligations souveraines internationales, tradés, créanciers privés et fonds spéculatifs, BlackRock étant le plus grand créancier, sont réellement la cause de la crise de la dette odieuse du Sri Lanka. À l'époque, environ 180 économistes internationaux, dont Yanis Varoufakis, Jayati Ghosh, Dani Rodrik et Thomas Piketty, ont signé une lettre adressée au FMI affirmant qu'il devrait y avoir une annulation de la dette odieuse du Sri Lanka, c'est-à-dire la dette envers les créanciers privés. Parce qu'ils sont de nature prédatrice, ils imposent des taux d'intérêt très élevés, invoquant le risque. Et lorsque le risque se réalise, ils devraient partir. Ils ne peuvent pas ensuite se tourner vers le FMI et demander un remboursement alors qu'ils ont déjà gagné beaucoup d'argent grâce à des taux d'intérêt très élevés. Mais toute la restructuration de la dette du FMI au Sri Lanka qui vient de s'achever privilégie vraiment le remboursement de ses détenteurs internationaux d'obligations souveraines. Et cela prépare le pays, comme beaucoup l'ont souligné, à un second défaut de paiement, car non seulement la monnaie a perdu 100% de sa valeur par rapport à ce qu'elle était, et la dette doit être remboursée en dollars américains, mais en plus, on a demandé au pays d'adopter l'austérité, d'imposer des impôts élevés, de vendre ses infrastructures stratégiques, etc., ce qui va vraiment provoquer une nouvelle crise et freiner la croissance. C'est donc une recette pour le désastre. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans une période de calme avant la tempête à venir à cause du FMI et à cause du récit selon lequel il n'y a pas d'alternative au FMI qui a été diffusé dans le pays en ce moment. C'est absolument révoltant, car dire à un pays endetté dans une monnaie étrangère et endetté en dollars américains d'aller au FMI pour obtenir plus de dollars américains en échange de promesses de remboursement encore plus importantes à l'avenir. C'est comme dire à un héroïnomane d'aller chez un dealer pour obtenir plus d'héroïne qu'il devra ensuite, d'une manière ou d'une autre, rendre plus tard. C'est insensé, car c'est exactement ce qui est arrivé à la Grèce. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Grèce. Et ils ont puni la Grèce au-delà, pire qu'ils n'ont puni les Allemands après la Seconde Guerre mondiale. Et la Grèce a été saignée à blanc. Et même Christine Lagarde, qui était alors à la tête du FMI, a admis, selon Yanis Varoufakis, qu'il n'y a aucun moyen pour que la Grèce puisse un jour rembourser ses prêts libellés en dollars américains qu'elle reçoit. Tant que vous contractez un prêt en USD et que vous devez rembourser plus que ce que vous avez reçu, vous êtes piégé. Donc, ce qui est horrible, bien sûr, c'est que leur levier, c'est que si ce prêt n'est pas remboursé par le Sri Lanka, alors Moody's et Fitch vont dégrader vos obligations souveraines au statut de junk bond. Et alors il n'y aura plus aucun refinancement du Sri Lanka sur le marché privé, n'est-ce pas? Nulle part.
Et il vous faut quelques dollars américains pour payer des factures libellées en dollars provenant de prestataires de services du monde entier, n'est-ce pas? Voilà donc l'astuce. Et c'est là le piège. Ma question est la suivante. Pourquoi n'est-il pas possible pour le Sri Lanka de faire appel à quelqu'un d'autre que le FMI? Disons par exemple, nous savons que la Chine détient une montagne de dollars américains. Si la Banque centrale du Sri Lanka et la Banque centrale chinoise convenaient d'un échange de devises afin qu'ils vous donnent une partie de leurs devises étrangères, une partie de leurs dollars américains, en échange de roupies sri-lankaises, qui ne seraient peut-être pas très utiles aux Chinois, mais au moins, vous pouvez essayer de leur demander. Si cela était possible, vous auriez une source différente. Pourquoi le FMI est-il présenté comme la seule source possible de dollars américains pour le pays? Eh bien, je suppose qu'il y avait vraiment, à l'époque, même au moment du défaut de paiement des yuan chinois à la banque, pour ainsi dire, mais il y avait des conditions concernant un montant minimum à conserver et des conditions pour leur utilisation. Et je pense qu'il existe en quelque sorte un écart, d'une certaine manière, entre la rhétorique que les BRICS diffusent sur les alternatives au système du dollar américain, etc., et la capacité réelle à permettre aux pays piégés par la dette du Sud global d'accéder à d'autres échanges commerciaux et de faire des échanges de devises, etc. Mais de façon plus générale, nous affirmons qu'il faut dédollariser pour décoloniser. Et à long terme, le pays doit envisager de se tourner vers d'autres marchés et de commercer dans une multiplicité de devises, ce qui se produit déjà, afin de dépasser l'hégémonie du dollar américain. Mais il semble qu'à ce stade, dans le système mondial lui-même, même si tout le monde ressent le besoin d'une nouvelle évolution de l'architecture financière, d'une réforme du système actuel, il est nécessaire que tous ces pays piégés par la dette du Sud global s'unissent, en quelque sorte, pour réclamer non seulement l'annulation de la dette, mais aussi des alternatives au régime du dollar américain. Exactement. Je veux dire, le régime du dollar américain et la dépendance à cette monnaie que vous ne contrôlez pas sont bien sûr à l'origine d'une grande partie de cette souffrance. Et le FMI est simplement là pour renforcer ce système, pas pour améliorer l'ensemble. Parce que si vous cédez vos actifs stratégiques, et je suis presque certain que le FMI vise la privatisation sous BlackRock, etc., de vos ports, de vos câbles, de votre infrastructure énergétique, ce sont ces choses-là que BlackRock et consorts vont ensuite racheter. Et voilà. Et la tragédie, l'hypocrisie, c'est que pendant qu'ils font cela, ils pointent du doigt la Chine, en affirmant que la Chine utilise la politique du piège de la dette, la politique du piège de la dette. Et ils utilisent un port au Sri Lanka comme preuve de cela. Ce qui est, c'est malsain. C'est absolument malsain. Mais, est-ce que le gouvernement actuel, ou la configuration politique actuelle au Sri Lanka, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cela, et qui dit, les gars, c'est insensé, on ne peut pas faire ça? Ou votre président actuel s'appelle Senayake, non? Oui, c'est exact. Où se situe-t-il? Quel est son rôle? C'est donc assez ironique parce que, après le changement de régime, nous avons eu le président Wickremesinghe qui a en quelque sorte défendu ce discours selon lequel il n'y avait pas d'alternative au FMI. Et puis les gens en ont eu assez de cela. Le régime actuel, le Parti national du peuple NPP, est censé être une sorte de formation de gauche, même si certains d'entre nous la qualifient de post-gauchiste ou post-marxiste. Le président Senanayake avait accusé Ranil Wickremesinghe de beaucoup de corruption, ce qui est manifestement le cas. Il y a eu tous ces scandales d'obligation à la Banque centrale du Sri Lanka lorsque Ranil Wickremesinghe était ministre des Finances puis Premier ministre.
Mais ensuite, ils changent d'avis. Dès leur arrivée au pouvoir, le nouveau parti de l'Alliance populaire s'est empressé de signer les mêmes accords avec le FMI que le régime corrompu précédent avait négociés. Au lieu de dire « Écoutez, nous ne pouvons pas signer ces accords sans effectuer une diligence raisonnable ». Il existe un tel concept que la diligence raisonnable. Un nouveau gouvernement, élu démocratiquement, doit dire aux détenteurs d'obligations, au FMI et à tous ceux qui attendent leur remboursement qu'il est nécessaire de mener une diligence raisonnable sur ces accords conclus par les détenteurs d'obligations, qui sont essentiellement les contributeurs et la source de la dette odieuse ou corrompue, laquelle est négociée par des politiciens locaux corrompus. Mais il semble que, dans la façon dont nous parlons de cette crise, de la dette, il n'y avait que des politiciens locaux corrompus du côté de la demande de la dette odieuse, mais il n'y avait pas de côté de l'offre de la dette odieuse. Or, il existe bien un côté de l'offre, et c'est le marché international des obligations, le système financier international et les créanciers privés, les BlackRock, etc., qui prêtent à des gouvernements corrompus, sachant pertinemment qu'il s'agit de gouvernements problématiques et que les fonds vont dans les poches de certains individus plutôt que dans des projets de développement. Contrairement à l'aide bilatérale et multilatérale, qui est relativement plus transparente et peut être suivie, les prêts contractés auprès de prêteurs bilatéraux et multilatéraux sont plus responsables. C'est donc vraiment l'un des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Que faire pour garantir l'annulation de cette dette odieuse plutôt que de rembourser les créanciers privés? Et si l'on regarde bien, c'est assez choquant. Tout le système du FMI, la restructuration de la dette dans le cadre du mécanisme élargi de crédit, ils accordent en quelque sorte un prêt, un petit prêt, puis il faut entamer toutes ces négociations avec les détenteurs d'obligations, les prêteurs bilatéraux et les prêteurs multilatéraux. Et c'est devenu une sorte de science de la fusée, parce qu'en réalité, la dette n'est pas un problème, si vous savez, insondable, mais elle a été transformée en un terrier très complexe de corruption. Donc c'est très transparent, non transparent. Nous ne connaissons pas les noms des créanciers privés, des détenteurs d'obligations qui vont bénéficier de la nouvelle restructuration de la dette. Au moins, lorsqu'il s'agit de prêts bilatéraux ou multilatéraux, nous savons d'où vient l'argent et où les paiements vont retourner. Donc cette question de la dette odieuse doit vraiment être placée au premier plan et le rôle des fonds spéculatifs internationaux et des créanciers prédateurs doit être examiné. Ce que l'on appelle ironiquement le club colonial, les pays de l'OCDE ou de Paris, le club de Paris et le club de Londres des banquiers, contrôlent en quelque sorte tout ce processus de négociation de la dette. Et cela doit être réexaminé, d'autant plus que dans le cas du Sri Lanka, comme je vous l'ai dit, nous sommes le pays le plus riche d'Asie du Sud. Et le Sri Lanka, en 2019, était classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu intermédiaire supérieur. Puis, soudainement, il se retrouve en faillite, et parce qu'il était classé comme un pays à revenu intermédiaire supérieur, il a été contraint de s'adresser à des créanciers privés plutôt que d'emprunter à moindre coût auprès d'organismes multilatéraux ou bilatéraux, car les prêts moins chers de ces organismes sont réservés aux pays moins développés. Ils ne sont disponibles que pour les pays moins développés, n'est-ce pas? Donc, le Sri Lanka a été forcé par ce système de se tourner vers des créanciers privés lorsque la catastrophe du Covid a frappé. Et donc, tout le système semble truqué.
Et maintenant, parce que c'est un pays à revenu intermédiaire supérieur, enfin, il a été rétrogradé récemment en pays à revenu intermédiaire inférieur, je crois, il ne bénéficie pas de l'annulation de la dette dont profitent les pays moins développés. Le Sri Lanka n'en bénéficie pas. Nous devons rembourser intégralement les créanciers privés. On est donc doublement pénalisé pour être un pays à revenu intermédiaire. Et tout cela fait partie de la nouvelle stratégie du FMI. Je pense qu'à long terme, ils ont aussi lié la nouvelle restructuration de la dette aux obligations ESG, environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi qu'aux obligations vertes, bleues et roses. Et tout cela est lié à la macroéconomie. Donc si l'économie se porte bien, le pays doit payer beaucoup plus aux créanciers privés. Il s'agit donc d'un tout nouveau système qu'ils expérimentent au Sri Lanka pour les pays à revenus intermédiaires. Et je pense qu'à long terme, tout cela vise à renforcer le dollar américain d'une certaine manière, car il existe des inquiétudes quant au fait que le dollar pourrait être sur une tendance baissière, compte tenu de la montée des BRICS et de la tendance à la dédollarisation et aux échanges dans d'autres devises, etc. C'est en tout cas un des aspects. Mais pénaliser les pays à revenus intermédiaires ou les économies émergentes et les amener à payer beaucoup plus à des prêteurs privés prédateurs est vraiment un problème. Cela soulève la question du risque moral pour le FMI. Et comme l'ont dit les économistes qui ont signé cette lettre, c'est injuste. Il n'y a aucune base morale pour l'exiger. Oui, mais, vous savez, encore une fois, demander une base morale ou de la morale au FMI, c'est un peu comme demander de la morale en enfer. C'est pas fait pour ça. Il est évident qu'il a un autre objectif. La question est de savoir s'il existe des méthodes alternatives pour contourner le piège systémique qui a été mis en place. Alors, pourquoi la nouvelle banque de développement, la banque de développement des BRICS, ne pourrait-elle pas être un prêteur en dernier ressort pour le Sri Lanka? Eh bien, je pense qu'il existe différents types de contraintes à ce sujet. D'une part, l'ensemble de la culture sri-lankaise est très eurocentrée et occidentalisée. C'est la mentalité coloniale, pour le dire franchement, ou le syndrome post-colonial. Ainsi, le Sri Lanka a hésité à postuler auprès des BRICS et de la NDB, etc. Et même le régime actuel, il y avait une invitation à la réunion de Kazan où tous les chefs d'État des BRICS se sont réunis l'année dernière, mais ce gouvernement n'a envoyé qu'une délégation de bas niveau au lieu que le président ou le premier ministre y assiste. Donc, l'ouverture du Sri Lanka envers les BRICS et la nouvelle banque de développement a été plutôt limitée. D'autre part, je pense que les BRICS et bien sûr la Chine avancent avec beaucoup de prudence en raison de toute cette configuration géopolitique régionale. Et bien sûr, il y a l'Inde, qui est en quelque sorte le grand frère du Sri Lanka, avec toutes ses sensibilités et ses nouvelles alliances. Les États-Unis sont également présents. Ainsi, le Sri Lanka se retrouve en quelque sorte pris dans cet affrontement géopolitique à trois entre les États-Unis, la Chine et l'Inde, et tente de suivre une voie médiane, une voie neutre non alignée, car cela semble faire partie de l'ADN de la population. Vous savez, nous n'avons aucune base militaire. Bien sûr, si l'on regarde la carte de l'océan Indien, où le Sri Lanka se trouve au centre, c'est énorme. Il est entouré de bases militaires, mais au centre, parce que l'Inde n'a jamais toléré de bases américaines, il y en a très peu. Mais en Asie de l'Ouest, dans toute la mer de Chine orientale et méridionale, etc., c'est encerclé de bases militaires américaines. Et ils tiennent absolument à en avoir une au Sri Lanka. Il sera intéressant de voir à l'avenir si l'Inde va désormais tolérer une base américaine. Pendant la guerre froide, l'Inde était très alliée à la Russie et à l'Union soviétique, le bloc communiste, et s'opposait fermement à ce que les États-Unis
où l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne, ait une base au Sri Lanka. Et c'était, en un sens, la raison d'être du soi-disant conflit ethnique interne qui a eu lieu, qui était en réalité une guerre par procuration entre l'Inde, alors alliée à la Russie et à l'Union soviétique, soutenant les Tigres de libération dans le nord et aussi pour protéger la base de Trincomalee, ce port en eau profonde que tout le monde convoite. Et dans le sud, nous avions un régime pro-occidental que l'Inde craignait de voir permettre aux États-Unis et à la Grande-Bretagne d'établir une base militaire. Ainsi, les Tamouls et les LTTE, le groupe terroriste, étaient soutenus par l'Inde dans le nord, tandis que l'armée sri-lankaise était appuyée et formée par le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, qui servait de façade aux États-Unis, opérant depuis l'ambassade américaine à l'époque, car le Sri Lanka n'avait pas reconnu l'existence d'Israël, étant très pro-palestinien durant sa période de non-alignement. Et bien sûr, le MI6 britannique et le groupe de mercenaires KMS ont également formé l'armée sri-lankaise. Et puis, nous avons assisté à une sorte de guerre sale et l'armée sri-lankaise a été accusée de crimes de guerre. Ils avaient tous été formés et toute cette opération de guerre sale avait en quelque sorte été mise en place par ces acteurs extérieurs qui se sont ensuite engagés dans cette guerre par procuration contre les Tigres de libération de l'Elam Tamoul, soutenus par l'Inde. Il y a donc eu cette sorte de guerre régionale par procuration qui s'est déroulée en Asie du Sud pendant la précédente guerre froide. Et aujourd'hui, je pense que l'Asie du Sud est à nouveau au bord d'une autre guerre régionale par procuration, avec différentes nuances selon les pays, compte tenu des diverses configurations internes de religion, d'ethnicité et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez observer les tendances. Il y a également eu le changement de régime qui a eu lieu au Bangladesh l'année dernière, lorsque Sheikh Hasina a été destituée et remplacée. Elle se trouve maintenant à Delhi par Muhammad Yunus lors d'une opération similaire. Il y a donc eu beaucoup de turbulences dans la région et tout cela est lié à une nouvelle pandémie, une nouvelle guerre froide avec l'Asie du Sud qui devient le centre d'attention. Sì, pensa che il mondo lo sia niente che spovo dell'energia di cyberspace ma bem de descabling space che vivono esperano, etc. Cyber and undersea submarine data cables, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, car la question est de savoir si le Sri Lanka peut maintenir une position neutre ou s'il sera récupéré par l'un ou l'autre camp. Et pour l'instant, il semble que la récupération vienne directement de l'Occident, qui, comme vous le savez, a un très mauvais bilan en matière d'acceptation des pays neutres. L'Ukraine serait neutre si ce n'était pas pour l'Occident. Ils préfèrent y mener une guerre par procuration, ou une guerre d'application, plutôt que de la laisser servir de zone tampon comme elle le devrait, ou de laisser le Sri Lanka être une zone tampon. Et actuellement, cela est systématiquement sapé par le FMI. Donc la question est la suivante. Les pays qui n'acceptent pas de zone neutre sur la carte sont actuellement, avant tout, les États-Unis. Peut-être qu'avec Donald Trump cela change, mais nous n'en avons pas encore une indication très claire. L'Inde. Est-ce que l'Inde accepterait un Sri Lanka neutre, ou bien l'Inde essaie-t-elle aussi, d'une certaine manière, de s'immiscer dans les affaires sri-lankaises, de façon à de facto contrôler ses ports et ses infrastructures, du moins en ce qui concerne les capacités militaires, qui a le droit d'y accoster, qui ne l'a pas. Absolument. L'Inde a toujours considéré le Sri Lanka comme son arrière-cour et sa sécurité comme intrinsèquement liée à la sienne. Donc l'Inde comprendrait que, comme pour l'ASEAN, un pays ne peut se développer que dans la mesure où toute la région se développe économiquement. Et l'Inde veut devenir une puissance économique.
Mais on ne peut pas devenir une puissance économique en appauvrissant ses voisins, pour ainsi dire, ou en tirant profit des catastrophes auxquelles ils sont confrontés. C'est ce qui s'est passé avec le changement de régime Laragalaya que le Sri Lanka a connu en 2019. C'était orchestré. L'Inde en a en quelque sorte profité et a été très impliquée dans les négociations du Club de Paris, soutenant le discours du FMI plutôt que de le remettre en question et de dire « Regardez, le Sri Lanka était le pays le plus riche d'Asie du Sud. » Comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, le groupe Adani en Inde a profité de la vague de privatisation encouragée par le FMI. Adani est également partenaire de BlackRock et ils ont investi dans le port de Colombo, ainsi que dans divers projets dits d'énergie verte dans des zones côtières stratégiques à Trincomalee et à Mannar, qui sont justement ces zones côtières stratégiques. Ainsi, Adani est présent, proche de BlackRock et de l'Inde, mais aussi du Premier ministre Modi lui-même. Le groupe a donc tiré profit de la crise économique, une crise économique orchestrée au Sri Lanka. Et si vous regardez ce qui se passe concernant le problème du Cachemire, l'Inde a retenu l'eau des rivières et c'est en fait une forme de guerre économique contre le Pakistan. Ce sont les pauvres, les agriculteurs, qui seront privés de cette eau, comme une sorte de punition pour ces attentats terroristes, qui, vous le savez, étaient aussi manifestement mis en scène. Donc, la question que l'establishment diplomatique indien devrait peut-être se poser est la suivante. Peut-on tirer profit de la souffrance de son voisin et peut-on se développer en tant que pays si le reste de la région s'appauvrit? Tout le monde, y compris l'Inde, est en réalité pris dans cette impasse et dans les turbulences entre les États-Unis et la Chine. Mais je pense que tout cela est lié au grand basculement du pouvoir mondial qui se produit actuellement, du nord global vers le sud global, de l'Occident vers l'Orient. Comme nous le savons, c'est le siècle asiatique, le XXIe siècle. L'Asie se trouve désormais à nouveau, comme ce fut le cas pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, véritablement au centre du monde. La plupart des innovations, des technologies, des grands, tout est venu d'Asie. Et l'Occident, vous savez, a dirigé le monde pendant les 2 derniers siècles. Mais aujourd'hui, le pouvoir est en train de revenir. Comme de nombreux historiens et théoriciens des systèmes mondes l'ont évoqué, tout ce qui se passe actuellement en Asie du Sud fait partie des turbulences plus larges liées à ce déplacement du pouvoir mondial de l'Occident vers l'Orient et à la tentative de l'Occident de récupérer en quelque sorte son pouvoir et ses privilèges. Et tout cela. Mais le train est déjà parti à ce que je peux en juger. Structurellement, à l'heure actuelle, il semble toutefois que l'Occident reste assez hégémonique. Mais si l'on regarde les grands centres de pouvoir, les pôles de croissance économique, les populations d'Asie, il est évident que les choses évoluent dans cette direction. Nous devons donc traverser la tempête, pour ainsi dire, pendant la prochaine décennie, 10 ans, je ne sais pas, ou 5 ans, jusqu'à ce que la situation revienne à une certaine réalité. Mais il y a aussi toute la question de la cyberguerre et du colonialisme numérique. Nous sommes désormais à l'ère du colonialisme numérique, et je pense que le Sri Lanka a vraiment été d'une certaine manière un cas test pour ce qui s'est passé en 2022 avec Laragalaya, le changement de régime et le défaut de paiement, une domination totale, une opération au-delà de l'horizon où tous les systèmes ont été utilisés. Il y avait un embargo sur le pétrole et le gaz à destination du pays afin que ce défaut puisse être mis en scène. Il existe donc de nouvelles formes, je suppose, de guerre. Cela a également été démontré par ce qui s'est réellement passé entre le Pakistan et l'Inde, la prétendue destruction de ces avions de chasse Rafale avancés par le Pakistan.
Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, vous savez, sur les nouvelles opérations militaires avec le cyber et les nouveaux systèmes, pour ainsi dire. Nous sommes également à l'ère de l'économie numérique et de la surveillance numérique. Et oui, le nouveau champ de bataille consiste à contrôler les populations. Nous verrons donc ce qu'il adviendra à l'avenir. Oui, et une chose est certaine, l'Occident n'abandonnera pas ses tentatives d'imposer sa volonté aux autres, car il ne connaît rien d'autre. Les 500 dernières années n'ont été qu'une succession de coercitions, soit directement par les armes, soit indirectement par des manigances. Darini, merci pour cet aperçu. Si les gens veulent lire votre analyse, où doivent-ils aller? Où publiez-vous vos articles? Où avez-vous un endroit où vous mettez vos analyses? Eh bien, je publie mes analyses sur différents sites web, mais je n'ai pas vraiment de Substack ni de plateforme particulière. Je suppose qu'on pourrait faire une recherche sur Google, mais beaucoup de choses que j'écris sont aussi un peu cachées, car Google lui-même fait partie de toutes ces opérations, si l'on peut dire, de manipulation du récit. Mais oui, il faut que je travaille davantage là-dessus à l'avenir. D'accord, tout le monde, cherchez Darini sur Google et vous trouverez ses écrits. Et dès qu'elle lancera sa page Substack, je vous tiendrai au courant. Donc Darini, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal, ravi de vous parler.